Alors aujourd'hui, on va se lancer dans la construction d'une forteresse. Non, pas avec des pierres et du mortier, mais avec de la technologie. L'objectif, mettre nos données précieuses à l'abri d'un monde extérieur assez imprévisible, Internet. Et ça, c'est vraiment l'essence même de la sécurité réseau. Toute bonne forteresse a besoin d'une porte principale et surtout d'un gardien. Dans notre monde numérique, ce gardien, c'est le pare-feu. C'est notre toute première ligne de défense. Et voilà comment ça se passe en pratique. Le pare-feu se place juste entre notre réseau interne, la zone de confiance, et l'immensité d'Internet, la zone non fiable. Il examine absolument tout ce qui essaye de passer. C'est un peu comme un filtre super intelligent. Il laisse entrer le trafic légitime, mais tout ce qui lui paraît suspect est bloqué, sans discussion. Pour le dire plus simplement, un pare-feu, c'est un peu comme un douanier numérique. Il est positionné à un point d'entrée unique et il applique un ensemble de règles très strictes pour décider qui a le droit d'entrer ou de sortir. En fait, ce gardien a 3 rôles fondamentaux. D'abord, il est l'unique point de passage. Ensuite, il applique les règles sans faire d'exception. Et enfin, il est lui-même un bouclier super robuste, spécialement conçu pour encaisser les attaques. C'est vraiment le centre névralgique de notre défense. Bien sûr, ces gardiens ont pas mal évolué avec le temps. Au tout début, on avait des filtres assez simples qui regardaient juste l'adresse de l'expéditeur. Puis sont arrivés les pare-feux avec état, beaucoup plus malins, qui se souviennent des conversations en cours pour prendre de meilleures décisions. Après ça, on a eu les proxys d'application, de vrais intermédiaires qui vont inspecter le contenu en profondeur. Et aujourd'hui, les pare-feux de nouvelle génération combinent tout ça et y ajoutent même des fonctions avancées comme la prévention des intrusions. Mais attention, un mur, aussi solide soit-il, ça ne fait pas une forteresse. La façon dont on organise nos défenses, ce qu'on appelle l'architecture, c'est tout aussi crucial. Voyons un peu comment ça se met en place. Le modèle le plus basique, c'est assez simple. Il y a nous, le réseau privé de confiance, et eux, le réseau public non fiable. Le pare-feu agit juste comme une porte verrouillée. On peut sortir, mais personne ne peut entrer sans y avoir été invité. C'est efficace, mais ça reste un peu limité. Vient ensuite une idée assez brillante, la DMZ, ou zone démilitarisée. Imaginez qu'on crée une sorte de sas, une cour sécurisée entre le monde extérieur et le cœur de notre forteresse. C'est là qu'on va mettre les services qui doivent être accessibles depuis Internet, comme un site web. Le truc génial, c'est que si un attaquant arrive à compromettre ce serveur, il se retrouve piégé dans la DMZ sans pouvoir atteindre le réseau privé principal. Et on arrive au modèle le plus moderne et le plus flexible, celui des zones. Imaginez qu'on donne des badges de couleurs différentes à chaque département. La compta en bleu, les RH en vert. Par défaut, les gens avec des badges de couleurs différentes n'ont pas le droit de se parler. Il faut une autorisation explicite pour ça. C'est exactement le principe du ZPF. Tout est bloqué entre les zones, sauf si une règle spécifique l'autorise. C'est ce qui permet d'avoir la sécurité la plus fine possible. Bon, nos murs sont en place, l'organisation est bonne. Mais un gardien à la porte, ça ne suffit pas toujours. Il nous faut maintenant des gardes qui patrouillent activement, qui surveillent ce qui se passe à l'intérieur et autour des murs. La vraie question, c'est comment on fait pour repérer une menace plus subtile, quelqu'un qui essaierait de creuser un tunnel sous le mur par exemple. C'est justement là qu'interviennent les systèmes de détection et de prévention d'intrusion, les fameux IDS et IPS. Regardez un peu ce qui se passe. Un attaquant lance une offensive. Le trafic malveillant est immédiatement repéré. Mais avant même qu'il puisse atteindre sa cible, l'IPS entre en action, le bloque, le neutralise et envoie une alerte. L'attaque est stoppée net, en temps réel. Alors, c'est quoi exactement la différence entre un IDS et un IPS ? Cette analogie est juste parfaite. L'IDS, c'est le caméraman. Il observe tout, il filme l'incident et il envoie un rapport. C'est très utile, mais il n'intervient pas directement. L'IPS, lui, c'est le videur. Il se met sur le chemin et dès qu'il voit une menace, il l'arrête physiquement avant qu'elle ne puisse faire de dégâts. Ce tableau résume parfaitement le compromis. L'IDS, notre caméraman, est placé sur le côté. Du coup, il ne ralentit jamais le réseau. Le problème, c'est que son alerte arrive après que l'attaque soit passée. L'IPS, le videur, est en plein milieu du passage. Il stoppe les menaces instantanément, mais il peut créer un petit embouteillage. Et surtout, s'il tombe en panne, il risque de bloquer tout le monde. C'est le prix à payer pour une action immédiate. Et on peut déployer ces systèmes de 2 manières. On a l'IPS réseau, qui est un peu comme surveiller l'autoroute principale pour tout le trafic. Et on a l'IPS basé sur l'hôte, ou IPS, qui revient à mettre à garde du corps à l'intérieur de chaque maison. Les 2 approches sont d'ailleurs très complémentaires pour une sécurité vraiment robuste. Notre forteresse commence à être solide, mais les menaces sont de plus en plus variées. Alors, pour protéger les cibles de grande valeur, on a besoin d'unités d'élite, entraînées chacune pour un type de menace bien spécifique. En voici 3 exemples. Il y a AMP, c'est l'expert en malwares, un genre de détective qui traque les fichiers malveillants. On a WSA, l'agent de la circulation du web, qui s'assure que la navigation est sûre. Et enfin ESA, l'inspecteur du courrier, qui vérifie chaque email pour y déceler le moindre piège.
Mais ce qui rend ces spécialistes vraiment redoutables, c'est qu'ils ne travaillent pas chacun dans leur coin. Ils sont tous connectés à une sorte de cerveau collectif, l'intelligence mondiale sur les menaces de Cisco Talos. C'est un peu comme un système immunitaire planétaire qui leur permet de reconnaître et de bloquer les toutes dernières menaces, quasi instantanément. Ils agissent vraiment comme une seule équipe de défense, parfaitement coordonnée. Allez, prenons un peu de recul pour admirer le travail. On a des murs, une architecture intelligente, des gardes qui patrouillent et des unités d'élite. Tout ça, ça forme une stratégie globale. Et ça nous amène à la leçon la plus importante. En sécurité, il n'y a pas de solution miracle, pas de produit magique. La véritable protection vient de la superposition des défenses. Chaque couche, le pare-feu, l'IPS, les unités spécialisées, soutient les autres. Si l'une d'elles cède, une autre est là pour prendre le relais. C'est ça le principe fondamental de la défense en profondeur. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on achète une fois et puis c'est fini. C'est un processus continu, une vigilance de tous les instants et une adaptation permanente face à des menaces qui, elles non plus, ne s'arrêtent jamais.